Bonjour à tous, bienvenue donc ce webinaire donc du Handipact PACA Corse qui va être dédié à la communication. Donc je suis, Cécile Brulé en charge du pilotage et de l'animation du Handipact, PACA Corse et je travaille avec une équipe qui intervient sur ce projet et aujourd'hui, c'est avec Benjamin, Suquet que je suis dans ce webinaire. Je le laisserai se présenter, c'est lui qui animera donc, ce cette heure, avec vous, cette heure et quart exactement. Donc l'objectif du webinaire, c'est de pouvoir vous donner des clés concernant, la préparation de votre SEPH et de parler aussi un petit peu plus globalement de communication. Avant de démarrer, juste, quelques petits rappels. Donc, je vous invite le temps de la présentation, à couper effectivement vos micros et caméras pour qu'on puisse privilégier la visibilité sur, les intervenants et sur la présentation. Si vous avez besoin éventuellement d'activer les sous-titres, en fait, je vais vous mettre la petite, information dans le chat, mais en gros, il faut cliquer en haut de votre écran sur le bouton «Autres, langage et voix» et afficher les sous-titres en direct. Donc, voilà, je vais vous le remettre aussi en parallèle. Et sinon, tout au long du webinaire, si vous le souhaitez, vous pourrez poser des questions. Je vous invite à le faire via le chat parce qu'on va avoir des temps justement de questions-réponses à plusieurs, moments du webinaire et on pourra, essayer de répondre au maximum à vos questions, donc qui seront, dans le chat. Donc voilà, pour rappel, pour ceux qui sont connectés après, donc là, on a lancé l'enregistrement du webinaire, voilà, pour que vous puissiez à l'issue, disposer du replay et qu'on puisse aussi le publier sur le site du FIP. Dernier petit point par rapport à ce webinaire, on l'a déjà fait et on va le refaire là, c'est qu'on va utiliser un petit outil donc qui s'appelle Kahoot parce que vous verrez à 3 moments dans le webinaire, on va vous solliciter, vous sonder et l'idée c'est que voilà, vous puissiez aussi participer par le biais de cet outil. Donc, on va tout de suite, dès à présent, lancer l'outil pour que vous puissiez vous y connecter, soit via votre ordinateur, soit via votre téléphone et on vous dira bien à quel moment l'utiliser lors du webinaire. Donc je vais lancer en parallèle le su le oui, je vais y arriver, le Kahoot. Hop, et je vais partager mon écran pour que vous puissiez bien voir, hop, les éléments. Donc, là, si vous voyez mon écran, vous devez voir justement le code PIN qui s'affiche et un QR code. Donc, vous pouvez scanner le QR code et je vais vous mettre le lien dans le chat. Alors, hop, voilà. Donc là, dans le chat, vous avez le lien vers le Kahoot. Donc, vous cliquez sur le lien et comme ça, vous pourrez y accéder. Ou alors, vous pouvez, donc comme indiqué ici, mettre le QR code et scanner le QR code. Voilà. On va vous laisser, voilà, tranquillement vous connecter et puis, Benjamin, pendant ce temps-là, si tu le souhaites, je te laisse te présenter et introduire ce webinaire. Merci beaucoup Cécile et pour toutes ces précisions. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver effectivement pour ce webinaire organisé dans le cadre du Handipact PACA Corse. À titre personnel, je suis ravi de pouvoir et animer ce webinaire et retrouver peut-être certains et certaines d'entre vous. Comme le disait Cécile, dans le cadre du plan d'action 2025 de notre Handipact, on a souhaité organiser ce webinaire consacré à la question de la communication, plus particulièrement à la question de la préparation de votre SEPH 2025, qui est devenu un temps éminemment fort dans l'année. On est en juin, la SEPH, on y reviendra, mais vous le savez déjà, probablement, elle se tient au mois de novembre. On s'est dit que c'était quand même le bon moment, d'ores et déjà, de réfléchir et de partager avec vous certains éléments, vous donner, on l'espère, des conseils et des retours d'expérience inspirants pour pouvoir vous aider à construire au mieux votre SEPH 2025. Je vais me permettre, si je pense que c'est possible, de reprendre la main et de vous diffuser du coup notre petit support qui doit apparaître désormais à vos écrans. Le programme que nous vous proposons pour cette matinée est le suivant.
en une grosseur, de pouvoir revenir avec vous en début de ce webinaire sur quelques éléments clés et structurants d'une communication qui se veut efficace, ou en tout cas la plus efficace possible. Donc voilà, partager avec vous quelques conseils, quelques règles pour une communication efficace et impactante. Partager également avec vous, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, vous n'avez pas encore une pleine connaissance de l'ensemble des ressources et des outils qui sont aujourd'hui à votre disposition pour vous aider dans la construction de vos plans de communication et notamment de vos événements ou de vos communications lors de la SEPH. Et puis nous avons la chance, et je la remercie d'ores et déjà, d'accueillir ce matin Émilie Slemrouk, que je laisserai se présenter évidemment, qui voilà, nous fait la gentillesse de venir partager son retour d'expérience de la SEPH qu'elle a pu construire et co-construire. On verra qu'elle n'a pas été toute seule dans cette affaire-là. Construire et co-construire donc sa SEPH 2024. Et pour terminer, pour que vous puissiez repartir aussi avec des éléments concrets, on a souhaité en fin de webinaire pouvoir vous présenter quelques outils très pragmatiques, très simples dans leur utilisation pour, si besoin, et peut-être que vous êtes déjà très bien outillé, mais si ce n'était pas le cas, vous aider dans la construction très pratico-pratique de votre plan de communication pour la SEPH 2025. Comme je le disais, et comme Cécile le disait, on sera tous les deux pour animer ce webinaire, mais on a surtout donc la chance d'accueillir Émilie Slemrouk, référente handicap au département de Vaucluse, et pas du Vaucluse. Bonjour Émilie, et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, bonjour à tous. Émilie donc interviendra dans quelques minutes, évidemment. N'hésitez pas, Cécile l'a rappelé, mais au fil de notre présentation et lorsque ça sera le moment venu aussi, lorsque nous pourrons bénéficier du retour d'expérience d'Émilie, n'hésitez pas à poser vos questions d'ores et déjà dans le cadre notamment du chat. On se fera fort, et notamment Cécile, de pouvoir recenser ces questions-là et de pouvoir nous les adresser pour essayer de pouvoir répondre autant que possible aux questions nombreuses, j'en doute pas, que vous serez amenés à poser dans le cadre de ce webinaire. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, tout de suite et d'ores et déjà. Et comme le disait Cécile, et je vois que vous êtes nombreux déjà à être inscrits sur le Kahoot, déjà une toute première question, un tout premier sondage qu'on aimerait effectuer auprès de vous. Une question simple en apparence, mais qu'on vous soumet. Est-ce qu'en un mot, les uns et les autres, vous pourriez nous décrire en un mot pourquoi, selon vous, il est important de communiquer durant la SEPH? On a prévu une petite trentaine de secondes. Prenez le temps, réfléchissez. 30 secondes, c'est long et court à la fois. En un mot, pourquoi communiquer pendant la SEPH? Les réponses commencent à arriver. Je vois qu'il y a de la réflexion. Attention, il vous reste 5 secondes. Et c'est le gong. Ah, déjà, on voit une certaine hétérogénéité. Je me demandais si c'était bien sensibilisé, qu'elle est arrivée. Il est arrivé. Alors vous le voyez, hein, ce nuage de mots rend compte du nombre d'occurrences que vous avez pu adresser et rédiger dans le cadre de ce petit sondage. Bon, a priori, hein, majoritairement, l'une des premières raisons, c'est de pouvoir sensibiliser, ou la sensibilisation. Je note également des visions non pas différentes mais complémentaires, sensibiliser mais aussi valoriser, partager, mobiliser un certain nombre d'acteurs et d'actrices. Effectivement, alors évidemment on n'a pas la science infuse, si je peux le dire comme ça, mais pour le partager avec nous, réfléchir à la raison pour laquelle il paraît pertinent de communiquer lors de la SEPH, c'est pas anodin. Communiquer lors de la SEPH, comme vous l'avez noté, c'est déjà et avant tout l'occasion de donner du sens et de la visibilité aux engagements que vous menez au sein de vos structures. Rappelez pourquoi, ce qu'il existe, et donner à voir
déjà ce que vous pouvez mener au sein de vos structures. On l'a vu aussi dans les occurrences du nuage de mots, c'est aussi l'occasion de mobiliser autour de la politique handicap et peut-être plus largement des notions d'inclusion, les agents qui composent vos différentes structures. Donner du sens, de la visibilité, mobiliser les acteurs et les agents, valoriser, là aussi, c'est une occurrence qu'on a vu apparaître dans le nuage de mots, hein, valoriser les actions, certes les donner à voir, rappeler qu'elles existent, et puis aussi rappeler en quoi elles sont pertinentes, efficaces, gage de réussite. On le verra parfois le fait de faire témoigner des agents qui ont pu bénéficier de certaines mesures a un impact non négligeable sur la perception, la compréhension et le fait de retenir l'information de la part des agents. Et puis enfin, de manière très large, si je peux le dire comme ça, c'est aussi l'occasion de créer une dynamique collective autour de cette question de l'inclusion. Une dynamique parce que vous allez engager idéalement différents acteurs et dans l'idéal l'ensemble de vos structures en les faisant participer à vos événements, en leur permettant de pouvoir aussi participer à l'organisation, à la construction, à la réflexion de ces événements. Donc, c'est un enjeu qui n'est pas négligeable, effectivement, de communiquer durant la ICPH et au-delà du simple fait de dire c'est la ICPH, pardon si je vous parais un peu caricatural, mais c'est la ICPH, donc je dois faire comme tout le monde et il faut communiquer, Oui, puisqu'il faut bien communiquer durant cette ICPH. On voit rapidement, oui, et ça va. votre nuage de mots en rend compte, que les enjeux sont bien plus larges que le simple fait de communiquer pour communiquer. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la communication efficace, il nous paraissait important de vous faire un petit rappel très succinct sur la SEPH, sa genèse et ce qu'elle représente. La SEPH, vous le savez probablement d'ores et déjà, c'est un événement qui ne date pas d'hier, en l'occurrence qui date de 1997, hein, quasiment 30 ans. Aujourd'hui, on est sur la 28e édition de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, à l'initiative à l'origine de l'ADAPT, qui aujourd'hui est toujours chef de file sur l'organisation globale de cette ESEPH. Vous le savez là aussi peut-être probablement, on appelait avant cet événement la semaine pour l'emploi des personnes handicapées et désormais depuis quelques années, on parle de semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, ce qui rend compte aussi de l'impact et de l'importance de cet événement, non plus simplement dans le cadre du territoire national, mais bien à l'échelle européenne. Donc créé en 97 par l'association ADAPT, le rendez-vous est le même chaque année, ça aide à pouvoir se structurer. Toutes troisième semaine de novembre se tient désormais et à l'échelle européenne cette fameuse SEPH. On l'a dit, hein, cette SEPH, elle a la vertu de constituer un temps de mobilisation avant tout autour de la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Mais c'est aussi sans doute, peut-être, et on le verra dans le cadre de nos échanges, je l'imagine, ce matin, l'occasion aussi de porter un message plus large que, entre guillemets, simplement l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça peut être aussi l'occasion d'élargir le champ de communication que vous souhaitez adresser auprès de vos différentes cibles, en interne, en externe, et on y reviendra. Pour ce qui concerne la SEPH de cette année 2025, pour ceux et celles qui ont préparé votre participation au webinaire, vous êtes peut-être déjà allé vous en rendre compte, mais aujourd'hui la thématique qui a été définie au niveau national pour cette SEPH 2025 est la suivante: handicap et emploi, 2 points, l'égalité pour toutes et tous. Voilà le thème générique qui a été retenu par les organisateurs que sont notamment l'ADAPT, l'AGFIP et le FIP pour cette SEPH. Un thème, vous en conviendrez, qui est relativement large, dans lequel on peut faire entrer plein de notions différentes. Cette thématique-là est une proposition. Il va, nous semble-t-il, sans dire qu'il est nécessaire peut-être d'aller plus loin dans la définition. Qu'est-ce que voudrait dire cette thématique? Handicap et emploi, l'égalité pour toutes et tous. Par quel bout de la lorgnette je prends cette thématique-là? Et ça, sentez-vous évidemment parfaitement libre de pouvoir préciser la thématique qui devrait être la vôtre au sein de vos structures pour cette SEPH. On vous propose juste là en une seconde
Quelques idées de thématiques un peu plus fines, un peu plus précises que l'égalité pour toutes et tous, handicap et emploi, tenant compte de l'actualité et de cette année 2025. En 2025, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fête les 20 ans de la loi fondatrice, la loi handicap du 11 février 2025. Ce peut être, encore une fois, vous sentez-vous libre, mais ce peut être un angle, un axe de communication et un axe à privilégier que d'imaginer, de faire le bilan aujourd'hui, 20 ans plus tard, où on en est effectivement de cette égalité pour toutes et tous au regard de l'emploi et du handicap. Le corollaire pourrait être aussi de se dire, on a 20 ans de recul, comment on se projette dans 20 ans? Quels peuvent être les enjeux pour demain, fort de cette expérience de 20 ans et parfois encore plus longue pour certains, plutôt que de faire le bilan, projetons-nous sur l'avenir. Où voulons-nous aller collectivement en matière d'emploi et de handicap pour peut-être les 20 prochaines années? Ça peut être là aussi un axe à investiguer et à privilégier pour pouvoir définir le contenu et les messages de votre SEPH à venir. Et puis une dernière proposition qui là aussi fait écho à l'actualité très récente. Vous le savez, cette année a été déclarée comme grande cause nationale la prise en compte de la santé mentale. Beaucoup d'événements s'organisent et beaucoup de communication peut se réaliser autour de ce grand champ qu'est la santé mentale. Ça peut être là aussi un champ large et passionnant à investiguer et à développer dans le cadre de votre SEPH 2025. Voilà, des propositions de thématiques. Sentez-vous libre encore une fois pour imaginer, réfléchir et définir, et on va y revenir juste là maintenant, une thématique qui fasse sens pour vos structures, selon votre contexte, selon les besoins que vous estimez être les vôtres en matière de communication sur cette thématique du handicap en emploi. Nous souhaitions du coup pour vous et avec vous ce matin revenir rapidement sur quelques grands principes qui doivent conduire vos réflexions lorsque vous allez, et peut-être vous êtes déjà en train de préparer vos événements et votre SEPH 2025. Dans un premier temps, revenir sur, j'en disais un mot tout à l'heure, les 5 grandes règles, on a appelé ça règles d'or, les 5 règles d'or à bien garder en tête lorsque vous construisez toute action de communication. On vous les propose. Voici les règles que nous vous proposons d'avoir en tête. La première de ces règles, c'est, et ça paraît anodin et c'est fondamental pour autant, c'est de s'assurer et de bien définir des objectifs clairs sur votre projet de communication. Je le disais un peu d'une manière ironique tout à l'heure, mais si le but du jeu de communiquer pendant la SEPH, c'est de communiquer parce qu'il faut bien communiquer, on peut s'interroger sur la clarté de votre objectif. Il est important de prendre le temps et donc d'anticiper ce temps de réflexion pour définir des objectifs. Qu'est-ce que vous vivez à travers ces événements, à travers ce plan de communication, appelons-le comme ça, que vous allez déployer dans le cadre de la SEPH 2025. À quoi vous voulez aboutir? Pourquoi il vous paraît important de communiquer? Prenez ce temps-là et anticipez qu'il est nécessaire de prendre le temps de définir d'abord et avant tout des objectifs qui soient clairs en matière de communication. Deuxième règle qui est tout aussi importante, vous savez quels sont vos objectifs. Il est important également de pouvoir identifier précisément à qui vous vous adressez. Quelles sont vos cibles? Vous avez définir des objectifs qui sont clairs, à qui vous voulez les adresser. Et en fonction de ces cibles-là, est-ce qu'il y a des thèmes en particulier que vous voulez adresser? Et j'allais même aller plus loin, en fonction de ces cibles-là, est-ce qu'il y a des modalités de communication particulières que vous allez devoir adresser ou imaginer? Définir ces cibles, définir les thèmes associés et les messages clés que vous voulez faire passer à chacune de ces cibles, là aussi, doit vous aider à structurer la réflexion et la construction de vos outils de communication, notamment dans le cadre de cette SEPH 2025. Une troisième règle qui s'applique même hors champ de la communication, mais qui est éminemment importante dans le sujet qui nous intéresse ce matin, c'est d'essayer de faire en sorte, autant que faire se peut,
d'obtenir et de s'assurer du soutien le plus fort possible de la direction et de vos directions et au plus haut niveau de vos institutions. Encore une fois, je le disais, même hors champ de la communication, hein, on sait à quel point le soutien de vos dirigeants du plus haut niveau peuvent constituer un appui ou parfois un frein, et j'y mets des guillemets, mais en tout cas parfois des crispations et qui ne permettent pas de faire aboutir certains sujets. Donc, assurez-vous autant que possible sur le fait de pouvoir associer votre direction et vous assurer de son soutien dans le déploiement de vos différents événements dans le cadre de la SEPH 2025. Quatrième règle, j'en ai dit un mot en parlant des cibles, adapter avec un O et avec un A, vos modalités de communication. On va le voir par la suite, les modalités de communication, elles sont multiples, elles sont nombreuses, elles sont plus ou moins efficaces et impactantes en fonction des cibles et des messages que vous voulez faire passer. On va y revenir, on prendra un temps dans le cadre de ce webinaire pour vous présenter toutes les modalités de communication possibles pour que vous puissiez prendre le temps d'imaginer laquelle est la plus pertinente pour les messages que vous souhaitez faire passer. Et enfin, pas anodin, assurez-vous de bien cadrer le budget. Communiquer, ça ne coûte pas forcément toujours beaucoup d'argent, mais parfois ça en coûte. Et il faut pouvoir ne pas occulter cette partie importante de quel budget vous bénéficiez, comment vous pouvez le constituer également ce budget-là pour pouvoir animer et déployer les modalités de communication les plus pertinentes possibles dans le cadre de votre plan de communication. Voilà pour les 5 règles d'or. Au-delà des règles, un petit rappel là aussi rapide sur les différentes dimensions de la communication existante. Communiquer, c'est pas uniquement communiquer en interne. Il faut bien distinguer, même si tout ça se complète, que pour communiquer, il y a le fait de communiquer en interne auprès de vos propres collègues agents en interne, encore une fois, mais ne pas oublier qu'il est important aussi de communiquer parfois à l'externe, auprès des partenaires, auprès des usagers, parfois lorsqu'il en est question. Ça peut aussi passer par la formation et la sensibilisation au quotidien ou régulièrement, et notamment auprès de vos directions, auprès de vos encadrants. Et puis, la communication, ça peut aussi passer par de l'événementiel, disons-le comme ça. Quelques exemples à vous donner sur ces différentes dimensions, des exemples très concrets. Lorsqu'on parle de communication en interne, là, ce que je vous donne à voir sur le partage d'écran, ce sont des exemples très réels de ce qui a pu être mené et engagé par différents acteurs et employeurs publics dans le cadre de leur SEPH pour communiquer en interne auprès des agents. On développe de plus en plus aujourd'hui des témoignages vidéo, par exemple, qui vont permettre de donner la parole à des acteurs internes dans vos structures, qui vont témoigner de leur propre situation ou de leur propre expérience. Souvent, ces témoignages-là, et notamment par le biais de la vidéo, ont un impact très, très direct et très important auprès de vos différents collègues. Donc la vidéo, c'est un média aujourd'hui qui est de plus en plus répandu et sans doute très impactant. Évidemment, je n'oublie pas que pour communiquer en interne, vous pouvez déployer ce qu'on va appeler l'imprimé, le print, donc des affiches, des dépliants, des plaquettes d'informations que vous pouvez tenir et mettre à disposition de vos agents sur les différents lieux sur lesquels ils peuvent exercer. Vous pouvez également être plus sur une idée un peu ludique, type lancer des quiz et un peu régulièrement pour pouvoir sensibiliser et rappeler les différentes notions autour du handicap et de l'emploi que vous souhaitez faire passer. On peut également, je vous ai donné à voir le jeu des incollables qui a été développé dans le cadre du Handipact PACA Corse notamment, qui permet de pouvoir donner toutes les réponses aux questions que peuvent se poser les agents sur le handicap et la politique handicap que peut mener votre structure, sous là aussi un format plutôt ludique. Le mailing, je ne l'oublie pas non plus, ce qui permet de pouvoir diffuser massivement une information au plus grand nombre. En matière de communication externe, évidemment, user sans modération des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est vraiment une
possibilité de communication et un média auquel chacun, disons-le, peut et a accès. J'oublie pas également, et ça peut vous aider aussi dans la préparation de vos événements, ne pas oublier de parfois solliciter la presse, c'est la presse locale qui peut rendre compte aussi de vos différents événements. Et puis, ne pas oublier aussi de faire la promotion et de vos politiques et de vos messages clés et éventuellement des événements que vous aurez, que vous seriez amené à déployer dans le cadre de la SEPH sur votre site web et votre site institutionnel. Enfin, en termes d'événementiel et d'événements possibles, je vous ai donné à voir quelques exemples. Il y en a plein évidemment, mais ces événements-là, et là aussi tous les événements que vous voyez apparaître à votre écran sont issus d'événements réalisés ces dernières années par des employeurs publics dans le cadre de la SEPH en PACA et en Corse. Et là, sentez-vous inspiré et libre. On peut imaginer des expositions photos qui permettent de pouvoir, en un lieu fixe, sensibiliser sur une thématique ou une autre. Alors, pardon de l'anglicisme qui cherche à se franciser, mais on parle de gamification. Vous pouvez imaginer aussi déployer des événements ou des ateliers que je vais appeler ludiques ou sur la forme de jeu ou de challenge. Et d'ailleurs, Émilie sera amenée à nous en parler probablement dans les minutes à venir. Voilà, on peut imaginer des escape games, on peut imaginer des challenges en équipe avec cette idée très ludique et encore une fois de challenge qui souvent permet de dédramatiser le sujet et d'engager sous l'idée du jeu, d'engager encore plus les participants. On peut imaginer aussi des manifestations de type handisport, certainement que l'année dernière, en lien avec les Jeux paralympiques, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez pu avoir l'occasion d'expérimenter ce type de mise en situation. Voilà, ça peut être également une bonne possibilité de créer un événement qui fédère. Et puis, autre proposition, organiser ce que je vais appeler des événements de type théâtraux avec voilà, du théâtre qui peut être aussi du théâtre forum ou des scénettes. Voilà, énormément de possibilités à votre disposition. Tout est possible. Le tout est de savoir ce que vous voulez faire, pourquoi vous le voulez faire et avec quels outils vous pouvez être accompagné et aidé pour mener et mettre en place ces différentes manifestations et ces différents événements. Je fais donc la transition avec ce qu'on voulait vous présenter rapidement en termes de ressources et d'outils disponibles. Il y a plein de choses à votre disposition. Est-ce que vous en êtes informé? Est-ce que vous savez où trouver la ressource disponible? Et ben d'ailleurs, c'est une question et là aussi un petit sondage qu'on voulait vous partager avant de vous présenter quelques ressources utiles. On avait une question pour vous, qui est donc la suivante, et on vous demande de revenir sur vos petits téléphones ou sur vos ordinateurs pour répondre à notre question. Est-ce que vous avez déjà utilisé, d'ores et déjà, les ressources qui peuvent être proposées par les partenaires suivants? Les ressources proposées par le FIP, les ressources proposées par l'AGFIP, par l'ADAPT, 3 organisateurs de la SEPH, ou aucun de ceux-là. Je vous le précise, vous pouvez répondre à plusieurs occurrences. Je vous laisse répondre à ce petit sondage. Je ne vous cache pas qu'on est très intéressé de savoir ce qui va en ressortir. Attention. Alors on voit qu'il y a une vraie utilisation des ressources du FIP, mais pas que. Certains d'entre vous ont pu utiliser aussi des ressources mises à disposition par l'AGFIP. Certains d'entre vous, quand même, ont rien utilisé de tout ça, peut-être par méconnaissance ou par nouvellement arrivé sur ce type de questions. Si on vous donne à voir ces 4 partenaires-là, c'est qu'effectivement, ces 3, le FIP, la GFIP et l'ADAPT, aujourd'hui, mettent à disposition des employeurs, publics ou privés, tout un tas de ressources pour vous aider à déployer des actions de communication, que ce soit de l'événementiel, que ce soit de l'affichage, que ce soit du mailing. On voulait prendre quelques minutes avec vous pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas encore, prendre quelques minutes avec vous pour revenir sur effectivement les ressources que met à votre disposition le FIPH en matière de communication.
Un rappel, c'est toujours bien de l'effectuer, ce rappel-là. Le FIP, pardon, au travers de son site internet et dans le cadre de son centre de ressources, met en lien beaucoup d'outils clés en main pour la plupart, pour vous aider à sensibiliser et à communiquer sur la question du handicap et de l'emploi. Je vous donne à voir rapidement, hein, normalement ça apparaît à vos écrans, voilà, pour vous permettre de suivre le chemin. Hein. Vous allez sur l'onglet employeur du site du FIP. Dans l'onglet employeur, très simplement, dans les menus déroulants de recherche, vous pourrez par exemple aller retrouver tout ce qui concerne les questions de sensibilisation et de communication. En sélectionnant et en filtrant sur ces outils-là, vous allez filtrer et vous allez voir d'un œil, d'un regard, que déjà le centre de ressources porte bien son nom, hein, puisque les ressources, elles sont manifestement très nombreuses. On ne va pas évidemment revenir dans chacune de ces ressources-là, mais bien d'avoir en tête que vous avez de la matière et dans laquelle vous allez pouvoir, on l'espère, trouver votre bonheur. Je vais prendre un exemple qui est peut-être très évident, mais par exemple, vous pouvez utiliser la boîte à outils sensibilisation au handicap en cliquant sur le en savoir plus. Vous allez retrouver, par exemple ici, tout un tas d'outils clés en main, travailler dans le cadre des handipacts régionaux et donc en lien, j'allais dire, par, avec et pour des employeurs publics, tous ces outils de communication pour pouvoir soit les prendre clé en main, hein, et très clairement les déployer directement en y apposant votre logo au sein de vos institutions, ou à minima pour pouvoir vous inspirer et vous aider à construire vos propres outils de communication. Je vous donne à voir très rapidement, puisque je vois que le temps passe, mais la plupart des outils et des types d'outils de communication que vous allez pouvoir retrouver, des quiz sur différentes typologies de handicap, des campagnes d'affichage ou de BD. Je vous donne à voir, par exemple, ici, hop, si vous cliquez sur la campagne BD, ici, vous avez des affiches avec des messages clés relativement génériques, mais des messages clés sur le handicap et l'emploi dans la fonction publique. Ce type d'affiches, aujourd'hui, sont les affiches qui sont à votre main et que dont vous pouvez soit vous inspirer, soit reprendre directement à votre compte. Je reviens ici pour vous donner par exemple un autre exemple. Vous allez pouvoir y retrouver des vidéos qui sont aujourd'hui clés en main et que vous pouvez vous approprier et rediffuser auprès de vos propres réseaux en interne comme en externe. Vous allez pouvoir retrouver, je le disais, des quiz et puis des outils qui peuvent être aussi, je parlais de cibles tout à l'heure, orienté et destiné à différents cibles. Ça peut être, voilà, par exemple, des outils de communication qui ont été spécifiquement pensés pour pouvoir sensibiliser et mobiliser au besoin vos élus ou vos directions générales, par exemple. On le disait tout à l'heure, en fonction de mon message et de ma cible, je ne vais pas avoir la même ambition, le même enjeu et les mêmes modalités de communication. J'en arrête là pour cette présentation des ressources du FIP, mais vous l'avez vu, hein, on pourrait y passer toute une journée pour aller plus loin dans le détail là. N'hésitez pas, et on vous a donné à voir, je reviens hop sur ma présentation juste après dans le support qui évidemment sera tenu à votre disposition. On vous a donné à voir le tout petit plan d'accès sur le site du FIP pour retrouver l'ensemble de ces ressources. Dans l'onglet employeur, le centre de ressources, sélectionnez par exemple sensibilisation ou communication, vous avez aussi un filtre SEPH en particulier. Et puis après, libre à vous, hein, sentez-vous libre, piochez. Tout est à votre disposition, tout est à vous, servez-vous-en, inspirez-vous ou utilisez directement ces différents outils. Ils ont été construits à votre attention, donc surtout aucune modération en la matière, piochez et inspirez-vous largement de l'ensemble de ces outils mis à disposition, notamment par le FIPHFP. Voilà en substance le grand cadre qu'on voulait partager avec vous en matière de communication. Cadrer sa démarche, s'appuyer sur des ressources disponibles et puis tant qu'à faire, s'inspirer aussi et partager et s'inspirer de ce qui a pu d'ores et déjà être réalisé et mis en avant autour de vous. Et pour ça,
et je l'accueille avec grand plaisir de manière encore plus officielle. On a la chance donc d'accueillir avec nous Émilie Slembrook, qui est donc la référente handicap du département de Vaucluse. Merci encore à vous, Émilie, d'être présente avec nous ce matin et d'avoir accepté de partager votre expérience passée de l'année dernière. Je l'ai dit, Émilie, vous êtes référente handicap au département de Vaucluse. Une petite première question, si vous le voulez bien, Émilie, très, très large. Est-ce que vous voulez bien nous présenter rapidement, d'ores et déjà, ce que vous avez mis en place concrètement l'année dernière dans le cadre de cette SEPH 2024? Alors, en 2024, on a choisi d'élargir la SEPH en mettant en place un challenge de la prévention. C'est-à-dire qu'au-delà de la thématique du handicap, on a aussi abordé des thématiques comme la santé au travail, la sécurité au travail ou l'accompagnement social. Et donc ce challenge, on l'a fait de manière territorialisée parce que le Vaucluse étant un département, on a des agents répartis sur tout le département. Donc, on est allé sur le terrain à la rencontre des agents. On a organisé ce challenge sur 3 jours. On a fait 5 sites différents. On a eu un petit 150 participants. Donc, c'est déjà pas mal pour une première édition parce que ça n'avait jamais été fait. Et le but avait été de faire ce challenge sous format ludique. Donc, chacune des thématiques avec son représentant, on a travaillé à des supports pour rendre les thématiques plus ludiques. Donc, mes collègues ont fait ça sous version quiz. Je sais que l'assistante sociale du personnel a fait ça sous forme de plateau de jeu qu'elle a construit elle-même. Pour ma part, le handicap et l'inclusion, je l'ai fait avec le jeu Handi Poursuite de l'AGFIP, en adaptant un peu les questions parce que du coup, ça aborde un peu plus le volet privé et en animant chacun de nos thématiques. Les agents passaient sur chacun des stands et on faisait un comptage des points et il y avait un lot gagnant à la fin pour inviter les agents à participer. Ce qui sans doute aide à l'engagement aussi, ou à la participation, pas que probablement, mais peut-être aussi. Merci pour ce premier panorama. Vous le disiez, Émilie, vous avez fait le choix, dans le cadre de l'organisation de cette SEPH, finalement, d'élargir un peu le sujet et d'en faire une semaine de la prévention. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a conduit à faire évoluer la SEPH sur ce thème plus large et de le consacrer à la prévention? Pour ma part, c'était le souhait de faire plus que le handicap. Et puis quand on arrive à ces périodes-là, mai, juin, qu'on commence à avoir des webinaires sur la SEPH, il faut s'y mettre. Donc, on commence à réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Et en discutant avec mes collègues, on a eu cette idée de mutualiser un peu cette semaine parce qu'eux aussi voulaient faire quelque chose sur la prévention, la santé au travail. Et donc, on a décidé d'utiliser cette semaine-là pour l'élargir. Outre ça, le handicap, en tout cas, on le voit, moi je le vois avec les agents que je rencontre, c'est-à-dire que beaucoup aujourd'hui sont en situation de handicap parce qu'il y a eu des maladies professionnelles, des accidents du travail qui ont fait qu'ils ont eu des incapacités. Et donc, on voulait l'élargir à la prévention de manière générale parce qu'il a manqué quelque chose au cours de leur vie professionnelle qui fait qu'ils se sont retrouvés dans cette situation-là aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on souhaitait élargir la thématique du handicap à la prévention et la santé au travail. En faire, pardon, j'avais mal de dire, mais en faire un prétexte, c'est pas le bon terme, mais en tout cas pour justement pouvoir élargir et aider à la compréhension des connexions entre ces deux thématiques pour tout le monde. Le fameux adage, mieux vaut prévenir que guérir, ça c'est sûr qu'il se vérifie à chaque fois. Vous le disiez là aussi, Émilie, pas forcément simple à imaginer, enfin ambitieux comme projet. Vous avez associé vos collègues de la prévention à l'entendre. Vous avez ambitionné d'avoir des challenges qui vont mobiliser plus de 150 personnes sur des sites exposés sur le département. Concrètement, comment vous vous êtes organisé pour mettre en œuvre ces actions? C'était quoi les grandes étapes de préparation et de coordination de cette semaine? Alors, au début, on a commencé en se réunissant avec mes collègues du service. Donc, j'appartiens au service santé prévention au travail. Du coup, il y a un petit lien. On s'est réunis avec mes collègues pour savoir ce qu'on pouvait proposer durant cette semaine. On a un peu déballé chacun nos idées et on est tombé sur
on est tombé d'accord sur le challenge de la prévention. Donc, toujours ce format ludique avec chacun son stand, etc. On s'est vu plusieurs fois pour un peu calibrer tout ça. Et puis, une fois qu'on avait un peu le projet établi, on a associé notre chef de service, donc qui a répondu totalement présent, qui a validé l'idée, qui a appuyé ça auprès des directions, des DGA, du DGS. Et avec l'aval de tout le monde, ça s'est lancé. Donc, on a commencé en mai-juin. On se faisait une réunion par mois à peu près. Et un mois avant l'événement, donc en octobre, on s'est vu une fois par semaine. Parce que là, il fallait calibrer. OK, moi, je présente ça, je vais calculer les points de cette manière-là. Est-ce qu'on peut faire une phase de test? Donc, on a tous chacun testé ce qu'on faisait sur ce qu'on allait proposer sur nos stands pour voir comment ça fonctionnait, faire des ajustements par la suite. Ok. Vous y êtes attelé à quel moment? Puisqu'on se rend compte que c'est pas un claquement de doigts, largement. À partir de quand vous avez engagé cette première réflexion du coup? Alors, la première réflexion, je l'ai eue de moi-même en me disant, faudrait que je fasse quelque chose quand même pour la SEPH. Ouais. Et donc, je l'ai eu courant mai. Après, j'en Ok. ai parlé à mes collègues et c'est de là que l'idée est venue. Ok. Et on l'a vu, vous n'avez pas eu trop de temps pour le préparer. Et finalement, avec cette structuration que vous venez de nous rappeler, et j'en reviens, hein, vous me voyez venir sur l'importance de cette anticipation. Et c'est malheureusement pas au début du mois de novembre qu'on commence à se mettre en ordre de bataille pour pouvoir communiquer 3 semaines plus tard. On est bien d'accord. Vous avez donc anticipé cette préparation, mobilisé vos collègues et différents partenaires pour ça. Comment vous avez, j'allais dire, informé et peut-être mobilisé les agents pour les faire adhérer à cette démarche-là? Très concrètement, c'est passé par quelle modalité? Alors, on a communiqué avec, moi, ce que j'appelle un peu de la propagande. On a fait ça de manière très positive, par contre, attention. On a utilisé tous les moyens qu'on avait à notre disposition. Donc, on a utilisé l'intranet, on a diffusé ça plusieurs fois sur l'intranet avec différents supports, etc. Le mailing, on a fait ça aussi à chaque fois qu'on rencontrait un agent suite à un rendez-vous avec un agent, une visite de poste, on glissait le mot. On a utilisé aussi le réseau des assistants de prévention parce qu'au département, on a un assistant de prévention par bâtiment. Et ça nous fait environ 80 assistants de prévention. Donc, on les a sollicités pour qu'ils puissent eux aussi relayer l'information dans leur bâtiment à leurs collègues. On a mis des affiches un peu de partout. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a utilisé aussi les organisations syndicales qui étaient très favorables à l'organisation de ce challenge parce que ça ne s'était jamais fait, c'est format ludique et puis ça aborde des thèmes quand même importants, santé, sécurité au travail. Donc, tout s'est bien passé. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Alors, ce système de communication-là, on l'a commencé en septembre. D'accord. À la rentrée, parce que juillet-août, on savait que l'information allait se perdre parmi tous les congés de certains. Ouais. Donc, on a commencé ça en septembre et on l'a fait de manière plus graduelle jusqu'à arriver à cette semaine-là. Là aussi, je me permets de souligner un tout petit point qui est loin d'être anodin. Vous avez aussi anticipé, ou en tout cas réfléchi au moment opportun sur lequel il faut communiquer. Là, c'est un peu, j'enfonce une porte ouverte, mais effectivement, lancer une grande campagne de mobilisation ou de communication en plein mois d'août, alors ça paraît tomber sous le sens, mais néanmoins, on parlait d'anticipation et de structuration, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir prendre en considération et se dire quand je vais commencer à lancer les messages pour m'assurer de leur plus grand impact possible, si j'ose dire. Je voulais aussi aborder avec vous, parce que c'est pas anodin, et puis vous l'avez dit, un challenge avec des lots à la clé. Tout ça, ça nécessite aussi un cadrage budgétaire, disons-le. Ça a pu coûter des sous. Je vous demande pas de nous produire les factures, c'est pas ça le sujet. Mais comment vous avez cadré ce budget? Comment vous l'avez intégré dans vos réflexions? Et comment, encore une fois, vous avez pu construire et cadrer le budget pour le déploiement effectif de cette semaine de la prévention?
Alors, ça va paraître étonnant, mais en fait, ça ne nous a pas tant coûté que ça, puisque ce qu'on proposait sur chacun de nos stands, c'était des choses qu'on avait déjà ou alors qu'on a fabriquées nous-mêmes. Donc, au final, ça s'est plutôt bien passé. Ok. Tout ce qui est affichage, etc., ça s'est fait aussi en lien avec un service. On a un service communication interne. Donc, on les a beaucoup sollicités aussi pour cet événement. On a aussi un service de reprographie, donc ça a permis également d'avoir des impressions en plus grand format que le A3, que ce que peut nous sortir les imprimantes. Le déplacement, ça nous a pas non plus coûté tant que ça parce qu'on a un pool de véhicules, etc. Les lots, en revanche, c'est les lots qui ont coûté. Alors, j'ai vu la question passer, du coup, je me permets d'y répondre. Pour le podium, le binôme qui arrivait en 3e position, ils avaient chacun une souris ergonomique verticale, du coup, qu'on adaptait en fonction de droitier-gaucher. Pour le podium, ceux qui arrivaient en 2e position, le binôme avait ce qu'on appelle un pack télétravail, donc une souris ergonomique, le clavier et le support PC portable. Et le premier, et là ça va en étonner, mais ça n'a rien coûté, je vous jure, c'était une semaine de vacances qui nous a été offert par un partenaire Odalis, qui est un partenaire de notre CE. Donc c'est un partenaire qui était déjà sollicité pour tout le volet action sociale. Et c'est eux, ils se sont proposés en fait de nous donner ça. Donc, on a gentiment pris, hein, forcément. Ça a attiré d'autant plus les agents à savoir qu'il y avait une semaine de vacances qui était offerte. Mais ça n'a rien coûté. Ce sont que le pack télétravail et souris qui ont été financés. C'est ça. En résumé, ce que vous nous dites, c'est ça peut ne pas coûter tant que ça. Alors, ça demande de la mobilisation, ça demande de l'anticipation, ça demande de la relation partenariale aussi, mais in fine, vous en conviendrez, j'imagine, toutes et tous, des lots qui sont pas anodins. Loin s'en faut, donc vraiment qui permettent aussi voilà, de récompenser au-delà d'attirer, et pour autant avec un budget relativement restreint, cadré, et là aussi hein, c'est l'argument, disons-le comme ça. On n'a pas les moyens financiers pour pouvoir lancer de la communication. Je ne dis pas qu'il ne s'entend pas, mais on peut trouver en s'appuyant sur des ressources. Vous avez parlé, d'ailleurs, je vous le donne à voir là aussi, hein, vous avez parlé du fait que vous étiez appuyé notamment sur le handi poursuite de la GFIP. Enfin, les ressources, elles sont à disposition. Vous avez mobilisé vos partenaires et in fine, un événement qui a attiré, qui a permis de récompenser aussi et sans un budget qui soit absolument délirant, disons-le comme ça. Pour terminer avec vous, parce que effectivement, il y a probablement des questions et on voudrait aussi pouvoir vous les soumettre de la part de nos participants. En substance et en résumé, quel bilan, quels enseignements vous tirez, vous, de cette première grosse SEPH que vous avez pu être amené à construire et à coordonner, les aspects positifs, peut-être les points de vigilance et d'un dernier mot, quels conseils vous pourriez partager avec nos participants quant à ce retour d'expérience de la SEPH 2024? Alors, le retour d'expérience que je peux en avoir, c'est qu'en tant qu'organisatrice, et je veux dire animatrice d'un des stands, ça a été super valorisant de voir les agents passer avec le sourire aux lèvres, se dire « Ah, c'est super ce que vous avez fait, merci, on a hâte de faire ça l'année prochaine. » Et donc ça fait très plaisir quand on voit le temps qu'on y a mis. Suite à cet événement, après, on avait diffusé aux agents qui ont participé à une sorte de questionnaire pour un retour à froid, parce qu'on a eu leur retour à chaud une fois qu'ils sont passés sur le stand. Le retour à froid, c'est peut-être autre chose. Donc, on leur a demandé et en fait, il s'est avéré qu'ils ont participé parce que c'est le format challenge ludique, jeu, concours entre eux qui les a motivés. C'est les thématiques qui ont été abordées qui les a motivés. Et le lot à gagner, c'est arrivé qu'en 3e position. Donc, ça fait d'autant plus plaisir pour le coup. Qu'est-ce qui est à... Alors, ce qu'on pourrait modifier sur les prochaines fois qu'on fera ce challenge, c'est de ne pas le faire sur 3 jours d'affilée.
Parce que le matin, alors je ne sais pas si vous situez bien le Vaucluse, mais le matin, on était à Orange, l'après-midi à Cavaillon. Ensuite, on a fait l'île sur la Sorgue, puis Avignon. Puis nous, ça nous obligeait à venir plutôt installer le stand, être avec les agents, voilà, faire ce qu'on avait à faire avec eux, désinstaller, se déplacer, réinstaller. Entre deux, fallait manger. Enfin, c'était très compliqué. Le timing, on a eu du mal à le tenir. Ouais. Je sais que le soir, on était très fatigués. Donc, à refaire, mais en étalant ces temps sur les territoires. Ce que vous nous dites là, c'est que vous vous interdisez pas, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais peut-être pour cette année, pour les années à venir, peut-être d'élargir aussi à des semaines autrement que la 3e semaine de novembre et peut-être de pouvoir l'étaler plus dans le temps, vous autoriser à pas strictement rester dans le cadre de la SEPH cette année à partir du 17 novembre. Non, mais peut-être plus en amont, plus en aval, c'est des choses que vous imaginez et que vous envisagez. Tout à fait, oui, parce que la SEPH, c'est un très bel événement, mais il faut communiquer, je veux dire, aux agents autres que pendant ce temps-là aussi. Et puis, ça permet de faire ça de manière plus centrale sur certaines directions, certains services, ce qui n'a aussi d'ailleurs été demandé par les agents lors de leur retour, qu'ils aimaient bien, eux, se challenger entre directions pour voir qui est le meilleur, etc. Donc ça, c'était plutôt intéressant aussi pour les prochaines fois. Okay. Eh ben, merci beaucoup, Émilie, pour ce retour. J'ai commencé à regarder, comme je le peux, certains retours. Je vois que vous semblez déjà en inspirer certains. Est-ce que, je me retourne vers Cécile, là, pour le coup, est-ce que dans le cadre du chat, notamment, il y a des questions qui auraient été soumises? Alors, il y avait eu des questions, mais 2 premières questions effectivement qui ont déjà été, pour lesquelles vous avez déjà apporté des réponses, notamment justement sur la mobilisation des agents pour qu'ils s'inscrivent et le deuxième sur les lots gagnés, voilà exactement. Il restait toutefois une question de David Morel sur la participation des agents est-elle considérée comme un positionnement formation? Mais je ne sais pas si peut-être David a besoin de préciser sa question. Enfin, voilà, un positionnement formation, est-ce que ça veut dire que c'est inscrit dans le process de formation, dans le plan de formation ou je ne sais pas si David, vous avez la possibilité de prendre la parole ou de préciser votre question. Je vais vous Non. C'est à vous peut-être de réactiver votre micro. Alors, hop, je vais regarder. Donc c'est... Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Bah, excusez-moi, bonjour. C'est David Morel de la métropole de Nice. Bonjour. Oui, juste pour savoir si les agents, vous les positionnez, s'ils sont, c'est pas comme s'ils étaient labellisés pour le CNFPT, mais ils sont mis en formation sur vos logiciels RH chez vous? Sur le compteur de formation? Pour le coup, pas du tout. C'est là aussi qu'on a communiqué, c'est avec les directions, c'est les chefs de service, en leur disant que cet événement sera mis en place et que s'ils acceptaient que leur agent soit lâché 1 heure pendant leur temps de travail, ce serait sympa. Du coup, c'est ce qui a été fait. Ça s'est fait sur le temps de travail, mais au niveau formation RH, ça n'a pas été justifié. D'accord, ok, merci. Félicitations pour votre événement. Merci. Oui, effectivement, il y a eu aussi plusieurs félicitations dans le chat et également une question à savoir quel jeu vous avez utilisé pour ce challenge. Alors, le jeu, c'est le jeu Handi Poursuite qui a été construit par l'AGFIP. On peut le retrouver en version numérique, en version plateau de jeu de société et je crois qu'ils l'ont développé en format géant aussi. Et j'ai adapté les questions parce que c'est un jeu, voilà, on le voit à gauche, c'est un jeu où il y a plusieurs thématiques. Alors, de mémoire, il y a les clichés qu'on peut avoir sur le handicap, les œuvres de personnages célèbres, la réforme du handicap, le handicap au travail et le handicap de manière générale. Mais vu que c'est fait par la GFIP, notamment sur les questions handicap au travail, ça se centre beaucoup sur le volet privé, entreprise privée. Donc, j'ai un petit peu épuré les questions avant pour ne pas poser trop de colle non plus aux agents. Et puis après, je faisais affronter 2 binômes, je leur lisais les questions. S'ils avaient juste, je leur expliquais pourquoi, je leur demandais s'ils savaient pourquoi ils avaient juste ou si c'était du hasard.
je leur expliquais ensuite. Et pareil, s'ils avaient faux, je leur expliquais, ah non, c'est pas ça parce que c'est ça. Et ça permettait d'engager un peu le dialogue aussi et de distiller de l'information. Merci beaucoup. Par rapport, au chat, c'était les questions qu'on avait, Émilie. Donc après, si jamais vous en avez d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la dernière partie. On avait volontairement rallongé un petit peu ce webinaire d'un quart d'heure pour le positionner sur 11h, 12h15, justement pour avoir un petit peu plus de temps et notamment sur les questions-réponses où parfois on était un peu court sur les précédents webinaires. Donc je te laisse, Benjamin, reprendre la main et bien sûr, il y aura de nouveau un petit final sur des questions-réponses si vous avez besoin. Merci beaucoup Cécile et merci encore une fois à vous Émilie. Et effectivement, comme Cécile le précisait, on vous a proposé et on se propose toujours de prendre encore un petit quart d'heure parce que il nous semblait que arriver là, c'est, je l'espère, mais je crois déjà riche, mais aussi de pouvoir vous aider à construire si besoin, à travers la proposition d'outils très pragmatiques, vous aider à construire votre plan, votre propre plan de communication pour la SEPH 2025. Pour ce faire, c'est la dernière fois, c'est promis, mais je vois que vous êtes très aguerris maintenant sur cet outil. Une toute dernière question de sondage qu'on aimerait vous partager pour savoir. On reprend son petit téléphone. Pour savoir, voilà la question qu'on souhaite vous partager. Vous en êtes où, vous, aujourd'hui, là, 12 juin 2025, sur la construction de votre SEPH? J'ai pas commencé, novembre c'est encore loin, on a le temps. J'ai commencé à y réfléchir avec moi-même, hein, mais bon, bah, tout est à construire encore. Bah, là, c'est bien, on a posé les fondations, mais le chantier est encore en cours où vous êtes parfait et tout est prêt. Vous avez même 3 mois d'avance. Et puisqu'on parle de construction, 3 mois d'avance dans le bâtiment, c'est quand même une première. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de structures en avance? Voyons-le. Ah. Personne n'est déjà prêt. Ça nous aurait étonné. Encore une fois, hein, dans le bâtiment, c'est rare d'avoir 3 mois d'avance. Plus sérieusement, on note, hein, a priori, bon, soit pas du tout commencé aujourd'hui, soit bah, voilà, c'est en réflexion, en maturation pour la plupart d'entre vous, et puis certains qui ont déjà commencé à poser les fondations. Pourquoi cette question et pourquoi y revenir avec vous dans le cadre de notre webinaire? N'y voyez pas de pression particulière qu'on souhaite vous partager, mais néanmoins, et le témoignage d'Émilie a permis de s'en rendre compte, ça s'anticipe et plus vous aurez de temps et plus vous serez en capacité de cadrer ce temps-là, plus vous donnerez l'assurance d'une semaine réussie en termes d'impact et en termes de mobilisation. Encore une fois, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour commencer à préparer son plan, mais aujourd'hui, mi-juin, il est sans doute temps de commencer à engager les choses. On l'a vu, je l'espère, à travers ce webinaire que bah, pour communiquer de la manière la plus efficace, et je crois encore une fois hein, que le témoignage d'Émilie l'incarne parfaitement, il faut clarifier ses objectifs, donc prendre le temps de le partager, de le réfléchir et de le valider et de les valider, ces objectifs-là. Il faut pouvoir identifier précisément ses cibles et en fonction pouvoir adapter et adopter des modalités et des messages spécifiques en fonction de ces cibles. Il faut aussi, comme Émilie nous le partageait, imaginer communiquer sur du longtemps, sur du temps long, c'est mieux dans ce sens-là, auprès des agents pour participer à leur sensibilisation et leur mobilisation. Et puis, là aussi, le témoignage d'Émilie en rendait compte, prévoir l'après, prévoir l'évaluation de l'impact des événements et ou des actions de communication que vous avez menées. Émilie, je crois que vous le disiez, vous avez sondé les agents à l'issue de cette semaine-là pour savoir comment ils ont apprécié, ce qu'ils ont apprécié ou moins apprécié, et éventuellement pour nourrir aussi vos réflexions pour l'organisation des SEPH précédentes. Donc, c'est un projet. Et comme tout projet, la dimension temporelle, elle est extrêmement importante. Pour vous aider dans cette construction-là et dans l'organisation
de vos démarches et dans le temps, on se propose de vous mettre à disposition, à l'issue notamment de ce webinaire, 3 petits outils. Vraiment, on n'a pas d'ambition particulière, si ce n'est de vous proposer des outils très pratico-pratiques et pragmatiques qu'on met à votre disposition et qui en aucun cas doivent être perçus comme des outils à suivre au pied de la lettre. Vous allez en prenant connaissance, probablement être amené à devoir les adapter, à devoir les étoffer, ces outils. Évidemment, sentez-vous libre, mais on a souhaité pouvoir vous donner, je vais le dire comme ça, des squelettes d'outils que sont les suivants. Un brief de lancement de votre projet pour vous assurer que vous partez sur de bonnes bases avec l'ensemble des partenaires associés à la construction de votre plan de communication 2025 pour la SEPH. Ce que j'appellerais un calendrier éditorial, entendre par ce vocable-là, pouvoir vous aider à identifier et à planifier dans le temps vos différentes actions de communication. À quel moment, on l'évoquait avec Émilie par exemple, à quel moment je commence à communiquer auprès de mes agents sur le fait que tel et tel événement va ou vont se tenir lors de la SEPH. Plus vous aurez la possibilité d'anticiper et d'identifier le moment idoine et de l'inscrire dans un calendrier, plus vous serez sans doute rassuré et moins au pied du mur, et plus vous donnerez d'assurance que votre communication elle est solide et elle a un impact réel. Et puis enfin un troisième outil, une to-do list pour essayer de vous proposer de lister l'ensemble des tâches, et sans doute qu'on n'a pas été exhaustif, mais l'ensemble des tâches nécessaires à la bonne organisation de votre événement. En quelques mots pour vous le présenter, mais surtout, encore une fois, sachez-le, ces documents-là, ils seront tenus à votre disposition, ils sont à votre main, vous les prenez tels quels, vous les remaniez, ils permettent, entre guillemets, simplement et uniquement de vous inspirer. Acte, ils sont à vous, servez-vous-en sans modération là aussi. Donc je le disais, ce fameux brief stratégique qui doit vous permettre de pouvoir poser les bases de votre projet, de vous assurer que les objectifs ont été clarifiés, que le rôle de chacun des partenaires associés au projet est bien clair, identifié et connu de chacun, de pouvoir partager vos différentes idées et en un mot, de pouvoir vous assurer que lorsque vous allez lancer le projet, vous vous donnez tous les moyens de cadrer cette réunion de lancement, disons-le comme ça, pour vous assurer que dans les semaines et mois suivants, tout le monde avance bien dans le même sens et bien connaissance de ce qu'il a à faire et des priorités qui doivent être les siennes sur les prochaines semaines, voire les prochains mois en amont de la SEPH. Donc un premier outil qui sera tenu à votre disposition. Un second outil, j'en parlais, structurant s'il en est, on vous propose très simplement sous un format Excel, une ébauche de to-do list à suivre et à observer pour s'assurer de la bonne organisation de votre SEPH. Et vous le voyez peut-être, je l'espère, sur votre écran, vous verrez que dans cet outil, on a créé 3 onglets parce que 3 moments. Qu'est-ce que j'ai à faire en prévision de la SEPH, en préparation? Qu'est-ce que j'ai à faire pendant cette semaine-là? Et vous verrez que c'est pas parce que ça y est, tout est prêt et que maintenant c'est enclenché que vous pouvez, c'est pas la bonne expression, mais vous reposer sur vos lauriers. Effectivement, pendant la semaine en tant que telle, il y a aussi des éléments de communication et des actions à garder en tête pour s'assurer de sa bonne réalisation. Et puis le après, et surtout ne pas oublier l'après. Je vais vous donner un exemple peut-être simple, voire simpliste, mais éminemment important. C'est toujours bien de penser à clôturer une telle semaine, de remercier les participants à cette semaine-là et les organisateurs. Et puis là aussi, le témoignage d'Émilie nous le rappelait, de bien penser à organiser la mesure de l'impact de vos événements, parce que là aussi, ça s'organise et vous n'allez pas solliciter ou sonder vos participants ou vos agents au mois de janvier, alors que les événements sont tenus à la 3e semaine de novembre. Donc ça, en termes de to-do list et de structuration, c'est des choses également à bien garder en tête.
Enfin, un troisième et dernier outil qu'on souhaite tenir à votre disposition à l'issue de ce webinaire, ce fameux calendrier éditorial. Vous le voyez probablement à votre écran. L'idée n'est pas de suivre, vous l'avez compris, ligne à ligne. Ce calendrier, c'est des propositions qui vous sont faites ici. Considérez cet outil d'abord comme un outil, et un outil que vous allez pouvoir alimenter vous-même. Ce qui nous paraît important que de partager avec vous aujourd'hui et à travers la mise à disposition de cet outil, c'est que vous puissiez bien garder en tête que communiquer et lancer la communication, ça s'inscrit dans un cadre temporel et vous n'êtes pas les seuls à communiquer au sein de vos institutions et vous n'êtes pas les seuls à vouloir faire passer tel ou tel message. Donc, plus vous serez structuré, plus vous serez organisé et plus vous serez parvenu à identifier les temps de communication qui vous paraissent les plus importants, plus vous aurez la capacité à structurer ce calendrier éditorial, plus vous aurez la possibilité et la facilité de venir l'intégrer peut-être dans un plan de communication plus large que mènent vos institutions et notamment en lien avec vos collègues des services communication si vous en avez, ce qui est le cas pour la plupart d'entre vous. Un briefing stratégique, une to-do list à votre disposition, ainsi qu'une proposition de calendrier éditorial. Tous ces outils-là, à l'issue du webinaire, seront tenus à votre disposition. Servez-vous-en au mieux et comme vous souhaitez les adapter. Nous en avons fini. On avait prévu 12h15. On est encore dans les clous, sachant que peut-être, et avant de pouvoir vous remercier et vous libérer, gardez encore un petit temps pour certaines questions ou remarques qui auraient été remontées dans le cadre du fil de discussion. Cécile, est-ce qu'il y a des questions, donc, pour des l'instant, remarques? non, il y avait une question qui vient d'arriver de Christine Rouleau pour savoir s'il y a eu d'autres outils que le jeu de la GFIP qui a été utilisé pour animer les rencontres avec les agents. Alors, l'animation du stand s'est fait principalement avec le jeu. En revanche, à côté, j'avais pas mal de documentation sur qu'est-ce que la RQTH, qu'est-ce que la PCH, qu'est-ce que la H, la CMI. J'avais des dossiers MDPH. J'avais un document fait par le FIP où on pouvait justement le personnaliser en mettant le logo du département. Je l'avais trouvé très intéressant celui-ci. Et j'avais fait en plus, j'avais fait une sorte de livret de vacances, alors post-vacances du coup, vu que c'est novembre, autour du handicap, avec des jeux que j'avais construits moi-même, les réponses à la fin, et c'était des sortes de mots croisés, trouver les bonnes définitions, etc. Donc ça, c'était à disposition des agents et ils pouvaient se servir s'ils le souhaitaient. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai qu'en tout cas, l'histoire des mots croisés, ça me faisait penser à un moment, un employeur public qui avait fait un petit peu des sets de table en papier. Et sur les sets de table, c'était effectivement des petits jeux type mots croisés ou questions, etc. Et donc, finalement, en même temps qu'on déjeune, voilà, on regarde ça, on prend le temps de les faire et c'est assez ludique. Voilà. Alors ça, c'était les questions du chat. Il n'y avait pas eu d'autres questions pour l'instant, mais est-ce que vous en avez, voilà, par rapport à l'intervention d'Émilie, par rapport à ce qu'on a évoqué dans le webinaire et toute la présentation de Benjamin? Vous pouvez soit l'écrire, soit éventuellement, voilà, il nous reste quelques minutes, sinon prendre la parole et activer votre micro, c'est aussi possible. Je te laisse peut-être, Benjamin, conclure aussi la petite slide que tu voulais avant que je fasse la slide la conclusion. Sans problème, et donc n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. Oui, juste avant de pouvoir vous quitter, puisque ça a été diffusé très récemment, voilà, partager avec vous cette information qui est la suivante. La GFIP, le FIP et l'ADAPT, en partenariat avec l'IFOP, lance là très récemment une consultation, une enquête donc réalisée
par les professionnels de l'IFOP, dont l'objectif est de pouvoir, dans le cadre de cette SEPH 2025, probablement les résultats de l'enquête seront diffusés lors de la SEPH 2025, donc une enquête auprès des personnes en situation de handicap. C'est bien auprès de ce public-là spécifiquement que cette enquête s'adresse, pour pouvoir évaluer, sonder leur perception de leur vécu professionnel. On a voulu donc voilà vous en tenir informé et puis vous mettre sur le support qui sera tenu à votre disposition le lien vers l'enquête que vous retrouvez là sur cette slide là, pour vous-même si vous êtes en situation de handicap et ou diffuser aussi largement auprès de vos réseaux cette enquête-là et notamment en interne pour proposer aux agents qui seraient en situation de handicap de participer eux-mêmes à cette enquête qui est évidemment, ça va mieux en le disant, totalement anonyme, pleinement confidentiel. L'idée étant de pouvoir, vous le savez, plus il y a de matière, plus les résultats sont pertinents. Donc, on voulait aussi vous partager en dernier lieu cette info. Merci pour cette précision. On avait juste comme il nous reste un petit peu de temps, une dernière question par rapport aux inscriptions. Est-ce que en fait les personnes se sont, pour Émilie, ça a été sur inscription ou sur accès libre? Il me semble que c'était sur inscription, mais voilà. Est-ce que si vous pouvez nous repréciser les éléments? Alors, vous avez répondu en même temps. Mais c'est pas grave. On l'a fait sur inscription parce que, encore une fois, c'est la première fois qu'on organisait cet événement sous ce format-là. Donc, on ne savait pas si ça allait avoir de la prise auprès des agents, s'ils avaient la possibilité ou pas, s'ils voulaient mais qu'ils ne pouvaient pas. Donc, on a fait un format d'inscription pour nous permettre de voir combien d'agents allaient être attendus, puis notamment sur chaque site, parce qu'on se déplaçait un peu partout sur le Vaucluse. Donc, on voulait savoir si on allait avoir 250 personnes à Avignon, puis 4 à Orange. Ça allait être un peu compliqué. Donc, on l'a fait sur inscription. Après, on a toujours eu des agents qui arrivaient en disant « Est-ce que c'est encore possible de participer le jour J ?» On disait « Oui, mais il y a un peu d'attente, du coup. » Vous êtes victime de votre succès, finalement. Eh oui. Et je pense que votre téléphone va sonner dans les prochaines heures et prochains jours. Pas de souci. Et merci pour votre participation Merci à vous. encore une fois. Cécile, je te laisse la parole pour conclure ce webinaire. Oui. Merci beaucoup Benjamin pour toute l'animation et la présentation, Émilie pour ce partage qui était vraiment très riche et qui a effectivement, on le voit dans les commentaires aussi, apporté beaucoup d'intérêt pour les participants. Merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire, posé des questions. Je vous avais mis le lien justement pour l'enquête de satisfaction dans le chat. Je vous le remets. Voilà, n'hésitez pas à y répondre afin de nous partager vos retours par rapport à nos webinaires et qu'on continue à avancer avec vous. Sachez que le prochain webinaire sera alors dans un petit peu longtemps. Il sera en décembre et il sera sur le thème de l'accessibilité numérique. D'ici là, on se retrouvera bien sûr avant, puisque prochaine rencontre en présentiel, ça sera le 25 septembre, pour les 20 ans du FIP. Voilà, ça sera à Marseille et ça sera la cérémonie de remise des trophées, la cérémonie pour les 20 ans du FIP. Et puis spécifiquement pour les employeurs conventionnés, nous vous retrouverons avec plaisir le 14 octobre. Voilà, nous vous enverrons de toute façon plus d'informations par rapport à ces éléments à venir aussi dans nos mailings de communication. En tout cas, encore un grand merci. Très bon appétit à tous et puis au plaisir de vous retrouver sur nos prochains événements.